Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de David. Alors c'est la dernière vidéo de l'année 2015. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis désolé. De mémoire, la dernière vidéo du journal date du mois d'avril et c'était la seule vidéo que j'ai faite cette année. À vrai dire, j'ai pas eu beaucoup de motivation ni d'inspiration. Et 2015 a vraiment été une année très mauvaise pour moi. Beaucoup de problèmes de santé, dépression et j'en passe. Donc j'ai vraiment en fait galéré et aujourd'hui donc je fais donc cette nouvelle vidéo du journal de David, histoire de terminer l'année, de faire quelque chose. Et en même temps essayer un peu de coller à une actualité qui en ce mois de décembre a vraiment été assez catastrophique. Alors il y a quelques semaines c'était donc les élections législatives. Alors je ne vais pas venir vous recoller les chiffres etc, mais j'ai des coups de gueule à passer, pardon, et non, j'ai des coups de gueule à pousser, voilà, je crois que c'est mieux, hein, on pousse un bon coup de gueule. Donc j'ai des coups de gueule à pousser, et donc je pense que cette vidéo est une bonne opportunité de m'exprimer sur certains sujets. Alors j'aime pas en général parler de politique, mais je crois que ces législatives 2015 apporte quelque chose qui nécessite une grande réflexion. On a vu au premier tour le Front National faire son plus grand score avec approximativement 40% des suffrages, ce qui est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc j'ai 35 ans et durant ces 35 ans j'ai jamais vu un chiffre aussi élevé pour le Front National. Donc par chance il y a une grande mobilisation et on a réussi à basculer au second tour, mais il y a eu quelques sacrifices à faire, et notamment à gauche, puisqu'en fait la gauche a dû se sacrifier, puisque elle était donc en troisième position des résultats du premier tour. Donc de ce fait c'était logique, enfin pour moi c'était logique que donc les candidats en troisième position se retirent. Pour du moins que l'autre qui est en face ait une chance, par le regroupement des voix, de contrer donc le candidat du Front National. Donc j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi, mais je voudrais préciser quelques petits points. Alors pour parler des abstentionnistes sur lesquels on a beaucoup frappé sur le dos. Déjà, les abstentionnistes, ce sont des gens qui souvent n'ont pas forcément d'idées politiques ou d'engagement politique précis. Il y en a beaucoup dans ces abstentionnistes qui sont écœurés, découragés par le monde de la politique, par les foutages de gueule qu'on peut nous servir depuis quelques années, la langue de bois également, on en a marre. On en a marre aussi des promesses électorales et qui n'aboutissent à rien. Donc voilà, donc ces gens-là, voilà, donc les abstentionnistes finissent par ne plus avoir envie de voter parce qu'ils n'ont plus confiance, non seulement dans les hommes politiques, dans les candidats, mais non plus confiance dans le système. Et ils en arrivent à se poser la question, est-ce que voter ça sert encore à quelque chose? Voilà. Donc
c'est pas une analyse qui est fausse, puisque moi-même, il m'arrive souvent, arrivé en tant qu'électeur, de me demander si j'étais pas le dindon de la farce, euh, par rapport au fait que c'est souvent euh, la droite républicaine ou le Parti socialiste, c'est toujours entre ces deux-là. Et moi, je suis pas ni dans l'un ni dans l'autre, donc forcément, euh, voilà, on a tendance à vraiment avoir l'impression que le sort s'acharne contre nous. Mais bon, ça, c'est la logique du suffrage, c'est les calculs mathématiques, hein, pour le nombre de voix. Pour être élu, c'est un peu le parcours du combattant, donc ça, c'est un peu logique aussi. Hein, c'est comme le tiercé, si on mise sur le mauvais cheval, bon, sauf que le problème, il est que là, c'est pas que je mise sur le mauvais cheval, je pense que je mise sur le bon cheval, sauf que malheureusement, il n'est pas favori, et c'est ça le problème. Donc voilà. Donc en plus, certains abstentionnistes sont quand même réveillés au second tour, justement pour faire barrage au Front National. Alors, je voulais dire aussi par rapport justement au vote du Front National. Alors, selon les médias, selon certains commentateurs, notamment Éric Zemmour, d'après ce que j'ai pu entendre dernièrement, alors pour lui, le fait qu'on soit dans une situation de précarité, qu'on soit chômeur, on vote forcément pour le Front National. Alors ça, c'est tout à fait n'importe quoi. Le Front National comporte différentes couches sociales. Il y a certainement effectivement des gens qui sont au chômage ou qui sont en situation de précarité, mais il y a également des gens qui sont fort bien aisés et qui ont de très bonnes situations. Voilà, donc il y a un peu de tout. Pareil à la gauche, il y a de tout aussi. Et je pense que c'est pas parce qu'on est chômeur ou qu'on est en situation de précarité qu'on est dépourvu de convictions politiques. Moi, je suis un petit commerçant, je dépends du RSA, donc la précarité, je la connais, je la vis. À une époque, il m'est arrivé de ne pas pouvoir manger. Bon, c'est loin derrière moi, mais je m'en suis sorti et pas grâce à quelqu'un. Hein, je me suis débrouillé tout seul. Peut-être de temps en temps un ami qui est venu me dépanner, etc. Mais globalement, voilà, j'ai pas compté sur les Restos du Cœur ou sur d'autres associations pour m'aider, puisque bien souvent, la plupart du temps, on vous envoie balader. Donc voilà. Mais c'est pas ça qui fait que j'ai rejoint les rangs du Front National. J'ai toujours été de gauche, depuis que je suis plus jeune, j'ai toujours été de gauche. Je me rappelle quand il y a eu une élection, François Mitterrand face à Jacques Chirac, je disais à mes parents qu'il fallait voter pour François Mitterrand. Voyez, bon, j'ai toujours été profondément de gauche. Par contre, j'ai cessé de soutenir le Parti Socialiste depuis l'ère de Lionel Jospin, où le Parti Socialiste s'est clairement orienté vers la droite, vers des politiques de droite, et a commencé également à reprendre beaucoup d'idées de droite, parfois vraiment une limite entre la droite républicaine et l'extrême droite. Bon, donc voilà, depuis cette ère-là, je suis donc dans les forces de gauche, de l'extrême gauche. Donc à l'époque, surtout derrière la Ligue communiste révolutionnaire, puisque je considérais et je considère toujours qu'Olivier Besancenot est un leader des idées de gauche. Aujourd'hui, on a un petit problème justement
avec ça, comme j'ai dit, là, les résultats des législatives, il n'y a plus de gauche. Donc là, on se retrouve avec donc, des gens nommés qui sont de droite. Et on a un petit problème, c'est que la gauche, là, est vraiment divisée, mais à tous les points. C'est-à-dire, on a le Parti Socialiste qui a des divisions internes qui l'handicapent plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce que y a des gens qui ont rejoint le Parti Socialiste en y apportant des idées de droite. Emmanuel Macron, hein, par exemple, qui franchement n'a rien à faire dans un parti de gauche. Mais bon. Il y a les vrais socialistes de gauche et qui se retrouvent on va dire, à porte-à-faux. Les frontistes, là, les fameux frontistes dont on ne donne plus vraiment la parole et qui n'ont plus du tout aucune possibilité de vraiment faire entendre la gauche. Et à côté de ça, il y a donc tout le panel de l'extrême gauche, donc il y a le Front de gauche, il y a les Verts et donc le nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Et cette division en petits partis, alors bon, je ne parle que pour les plus connus. Il y a certainement des partis de gauche que je ne connais pas ou que je n'ai pas identifié clairement comme étant de gauche. C'est pas toujours évident sur des petites listes. Quand vous ne connaissez pas les gens du tout, vous ne savez pas vraiment où est-ce qu'ils se positionnent, donc c'est pas évident de savoir s'ils sont vraiment de gauche. Surtout quand vous n'avez que la liste et pas forcément le projet, leur projet derrière. Donc du coup, bon, passons. Donc il y a certainement des petits partis que j'oublie, mais bon. Et donc en fait, il faut vraiment se rassembler. Il faut vraiment que la vraie gauche, cette extrême gauche, se rassemble au lieu de s'éparpiller, de se mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir gravir, en fait, on va dire, cette lutte acharnée pour pouvoir se faire entendre. Parce que le problème, il est que, par exemple, pour les législatives au premier tour, moi je me suis retrouvé pour la Picardie avec 2 listes du Front de gauche. Vous faites quoi? Sincèrement, vous faites quoi? Vous avez 2 listes du Front de gauche. Comment vous ne pouvez pas voter pour les 2? Voilà, vous ne pouvez pas voter pour les 2. Donc voilà, donc il y avait la partie, la liste du Parti communiste et la liste des écologistes. Donc voilà, ça n'a pas de sens, ça n'a aucune logique d'avoir 2 listes qui défendent les mêmes valeurs pour au final s'affronter. On est censé travailler ensemble. Donc là, du coup, voilà. Donc du coup, ça a été vraiment un échec. Enfin, bon, bref. Et c'est un exemple vraiment typique pour démontrer à quel point il faut se rassembler. La vraie gauche doit se rassembler. Alors là, je parle du rassemblement, et là il y a Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui veut justement que toute la gauche se rassemble. Alors l'idée, je l'avais aussi, hein, c'est pas le problème. Le problème, il est que si c'est nous qu'on doit venir renforcer les rangs du Parti Socialiste et s'effacer derrière, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, on ne se reconnaît pas déjà dans le Parti Socialiste. Donc du coup, pourquoi venir renforcer le PS? Donc on n'a rien contre le fait que les gens du Parti Socialiste viennent rejoindre nos rangs. Derrière un grand mouvement de rassemblement qui pourrait s'appeler Parti de gauche ou Front de gauche, comme l'a fait
Jean-Luc Mélenchon, qui est le principe. Hein. Le Front de gauche en lui-même n'est pas un parti, c'est un rassemblement déjà à la base, mais un rassemblement qui est fragile parce qu'il a du mal à rassembler véritablement la totalité des forces de gauche. Et c'est bien regrettable, mais voilà, il faut véritablement que, voilà, déjà, l'extrême gauche doit faire bloc, doit se rassembler. Alors, est-ce que c'est derrière une seule tête comme Jean-Luc Mélenchon ou Olivier Besancenot ou devant plusieurs têtes? Je sais pas, c'est pas moi qui ai la solution. Moi, je suis pas candidat, hein. Je suis pas candidat. Donc du coup, je sais pas ce qui est la meilleure solution, mais il faut se rassembler. Ça, c'est clair, net, précis, parce que plus on sera divisé et plus les élections seront difficiles. Donc voilà. Et récemment, Olivier Besancenot avait souligné également que les élections coûtaient de plus en plus cher. Donc ça démontre aussi l'importance de se rassembler. Donc comme ça, on peut faire beaucoup plus face. On peut plus facilement faire face aux difficultés. Pardon. Par contre, effectivement, on n'est pas des guignols. On n'est pas là pour aller renforcer les rangs du PS sous prétexte qu'ils sont plus nombreux que nous. Parce que non, c'est pas le cas. On était d'abord chez eux. On est venu ici parce que ici, là, on est vraiment à gauche, alors qu'on virait à droite. Donc, c'est à eux de se remettre en cause. C'est pas vraiment à nous de nous remettre en cause, parce que nous, on s'est remis en cause il y a bien longtemps. Et donc, voilà. Ça concerne le rassemblement et qui est quelque chose de très, très important. Donc j'ai évoqué donc, pour l'électorat du Front National, qui n'est pas forcément composé de gens précaires. Il y a tout un panel. Ensuite, également, l'une des responsabilités dans cette catastrophe, c'est aussi une logique française dans les élections, qui est toujours de voter pour sanctionner le gouvernement en place. Donc là aussi, il y a des gens de gauche, du Parti Socialiste, qui ont voté donc, pour sanctionner, donc qui ont voté soit pour les Républicains ou soit pour le Front National. Ce qui arrive souvent, parce que malheureusement dans le vote du Front National, il y a également des gens qui ont envie de faire peur au gouvernement en place, et ça marche à chaque fois de toute façon, sauf que c'est pas la bonne stratégie, parce que on a vu donc au deuxième tour l'absurdité totale de se retrouver avec deux partis de droite face à face. Voilà, une droite républicaine et une droite nationaliste. On fait quoi? Voilà, on fait quoi dans ces cas-là quand on est de gauche? Il n'y a plus personne pour défendre vos idées. La seule chose que vous pouvez faire, c'est choisir le moins méchant pour votre région. Mais voilà, en plus, avec la réforme des régions, on se retrouve un peu avec du n'importe quoi. En l'occurrence, nous, la Picardie, on est les gros perdants de cette réforme, puisque beaucoup de choses vont partir à Lille et ne seront plus dans la Picardie même. Donc du coup, c'est beaucoup de choses. Enfin, en ce qui nous concerne, nous, on a vraiment l'impression qu'on va se retrouver délaissé de beaucoup de choses. Pour l'instant, tout ça n'est pas fait, mais rien que certaines nominations de préfets, on a très bien vu que tout allait à Lille, et que Amiens était dépourvu et vidé, et notamment aussi certains emplois. Je sais plus, je crois qu'il y a 150 emplois qui étaient rien que dans la Somme, et qui sont supprimés, enfin du moins 100 emplois sont supprimés et 50 sont mutés à Lille. Donc voilà, ça, je suis pas sûr. Effectivement, la réforme régionale fait des économies,
mais je pense pas que ces économies soient réellement un progrès, parce que si c'est pour mettre des gens sur le carreau, là aussi c'est un gros problème.